Ils remontent les Champs-Élysées et pourtant, ils ont perdu la Coupe d'Europe de football. En cette année 1976, les Verts, les joueurs de l'équipe de Saint-Étienne, ont suscité un immense engouement national. Les noms des joueurs racontent la France telle qu'elle s'est construite. Des frères Révelli, originaires du Piémont, à Christian Lopez, fils d'un pied-noir algérien, en passant par Jacques Santini, Pierre Repellini, italiens eux aussi, ou encore Georges Beretta, fils de Polonais. Tous enfants d'immigrés, et personne ne s'en soucie. La France se reconnaît dans ses enfants d'une ville ouvrière, courageuse et modeste. Pour la génération qui naît au moment du triomphe des Verts, l'avenir apparaît plein de promesses. Promesses d'une existence meilleure que celle de leurs parents, promesses aussi d'égalité, dans ce pays où plus du quart de la population a des racines à l'extérieur du territoire. Nous, on est nés ici, on a toujours vécu ici, nos enfants sont nés ici. Tu vas pas les traiter comme des étrangers. Moi, je suis comme tous ces enfants d'immigrés qui sont nés en France, qui ne connaissent que la France et qui sont français. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. L'histoire de générations nées à partir des années 1970, au cœur d'une nation tiraillée entre désir d'unité et repli. Des générations qui inventent la France d'aujourd'hui, notre France. Mon enfance a été la plus belle enfance de tous les temps. La Cité du Luth, pour moi, c'était la colonie de vacances. C'est les meilleures années de ma vie. Du matin au soir, je suis avec mes potes. Et j'ai grandi avec eux, on a grandi ensemble, et on a fait que du sport, et on a fait que des blagues, et sans un seul euro, sans un seul franc, sans rien, c'était super. La piscine municipale, le foot, les potes, les mariages, la rigolade, les ramadans où on traîne tard le soir. C'est super, j'ai adoré cette époque. Toute une génération a les mêmes souvenirs. Ils naissent dans une France toute nouvelle, dirigée par un jeune président, Valéry Giscard d'Estaing. Il fait souffler un vent de réforme sur la vieille France gaulliste. Un secrétariat d'État aux travailleurs immigrés est créé. Il a une tâche précise, l'intégration des immigrés dans la société française. Être intégré, cela signifie pour les travailleurs immigrés pouvoir vivre comme tout le monde et d'abord avoir le droit à une vie de famille. Ils font venir leurs femmes. Moi, je suis venue en France dans les années 75 pour rejoindre mon mari. Et les filles de mon âge à l'époque, nous, on n'avait pas d'autre choix que de suivre le mari. Et vu que mon mari était immigré en France, en particulier à Montreuil, et ben moi, mon destin était de le suivre. On arrive dans un pays où on ne connaît pas, ni la langue, ni le pays, ni ce qui vous attend. Et c'est très, très compliqué. Ma mère, lorsqu'elle est arrivée en France, elle est un peu perdue, bien sûr, puisqu'elle ne parlait pas la langue. Mon père a décidé de l'inscrire à des cours de français où elle n'était pas assidue, qu'elle nous a dit par la suite. Après, elle a fait des cours de cuisine pour connaître un peu les gens du quartier. Ces femmes et ces enfants viennent pour faire leur vie. Ce n'est plus seulement de la main-d'œuvre. L'intégration, c'est aussi avoir enfin accès au logement moderne des grands ensembles. De grands ensembles construits près des usines où travaillent les pères de famille. Aux Minguettes, à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, les ouvriers de chez Berliet s'installent dans la plus grande zone urbaine prioritaire de France. Quand je suis arrivé au Minguettes, j'avais 8-9 ans. L'appartement, c'était une découverte parce qu'avant, on n'avait pas les toilettes dans l'appartement. On a trouvé l'eau chaude. Il n'y avait pas d'eau chaude. Les logements, ils étaient immenses. Il y avait 4 chambres, salle de bain, toilettes. Voilà, on découvrait le luxe pour nous parce qu'on venait d'un quartier moins huppé, on va dire entre parenthèses. Le premier quartier où je suis arrivée, donc j'avais 1 an et demi, c'était le quartier de la démocratie. Donc c'était vraiment un quartier démocratique en plus. Sur ce quartier, il y avait 10 tours de 15 étages, donc ce qui fait 60 familles par tour.
Il y a bien 600 familles. On est joyeux, on joue aux gendarmes au volant dans les escaliers, voilà, nos premiers amours, voilà, c'est un peu marrant. Des parties de cache-cache, je crois que pas beaucoup, ceux qui n'habitent pas dans les tours, jamais pourront avoir ces parties de cache-cache qu'on a eues. Ces bonheurs d'enfants sont fidèles au climat de l'époque. Les quartiers s'affichent même sur les cartes postales. Le modèle d'une France mélangée commence à s'installer. Nous, on a vécu dans un immeuble et on était quasiment la seule famille maghrébine. Et les autres familles, il y avait beaucoup d'Italiens, des Corses, des Espagnols, des Portugais et bien entendu des Français. Il y avait beaucoup d'ouvriers, il y avait des professeurs, il y avait des hauts fonctionnaires, des gendarmes, des policiers, des commissaires, parce que c'était des appartements qui étaient dédiés à ces fonctionnaires-là. Je suis un Haïtien, moi. Il y a des Marocains, des Tunisiens et des Algériens. Je suis portugaise. Je suis espagnole. Tu es de quel pays? D'Algérie, Maroc. On partageait la pauvreté, on partageait l'usine, on partageait le bus à 5 h du matin. On partageait ça, donc il n'y avait pas trop de racisme. On n'avait pas le temps d'être raciste, en fait. Il y avait une dame française qui s'était fait arrêter chez Carrefour parce qu'elle avait volé du jambon pour ses enfants. Et cette histoire nous avait traumatisés tous. Et le ramadan, quand mes parents coupaient le mouton, elle m'a donné le quart du mouton et elle m'a dit, tu vas le donner à cette dame que je n'avais jamais frappé. J'ai frappé chez cette dame et je me souviendrai toujours, quand j'ai ouvert, il n'y avait pas de meubles mais des cajots, il y avait des bougies et il y avait 2 enfants, il faisait froid. Et ça me bouleversait d'emmener notre mouton islamique à une dame qui en a juste besoin et qui a faim et qu'on s'aidait tous, on s'entraidait tous, que ce soit des Portugais, des Espagnols, des Arabes, on s'entraidait tous. Il y avait la solidarité, si l'on peut dire, parce que de temps en temps, il arrivait le gars, il venait, il nous coupait le courant. On avait sûrement oublié de payer. Et puis il partait, il levait les plombs, il partait, puis on dit, monsieur Jaillant, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui. On vous a coupé le courant? Eh oui, envoyez la rallonge. J'ai envoyé la rallonge, mais c'est réel. Il nous alimentait. Ben, c'était réciproque aussi de temps en temps. Hein. C'était ça, la cité Herbel. Liberté, égalité, fraternité. Plusieurs générations d'enfants des cités vont vivre concrètement cette devise quand les parents s'investissent dans la vie de quartier. Et je pense qu'on a de la chance aussi, nous, parce que nos parents étaient extrêmement mobilisés dans la vie collective, justement. Les gens savaient qu'ils pouvaient compter sur eux. On subit une forme d'exclusion, quand même, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire, non seulement on est des enfants d'ouvriers, donc on est dans une précarité relative, donc on provient d'une certaine pauvreté, et en plus, on est arabe, enfin algérien. Donc à un moment, ce côté réconfortant, là, comme ça, du quartier, c'est formidable. C'est une vie de village. On est comme des villageois qui s'entraident. Aujourd'hui, j'habite dans un Paris un petit peu chic. Et puis, je sais que si le soir, je me rends compte que j'ai pas de beurre, et ben demain matin, il y aura pas de tartine au beurre. À l'époque, dans ma cité, si on n'avait pas de beurre, il suffisait d'aller sonner chez la voisine, elle vous donnait la moitié de son beurre. Alors, on n'avait peut-être pas grand-chose, mais on partageait ce pas grand-chose. S'il fallait peut-être inscrire la cité des Francs-Moisins patrimoine mondial de l'UNESCO, eh ben, je serais le premier à aider à remplir un dossier. Mais au milieu des années 70, la vie des Français va basculer. Un mot, disparu depuis les années 30, ressurgit. La crise. Et derrière ce mot, une réalité nouvelle, violente. Tous les secteurs de l'économie sont touchés, en particulier les grandes industries. En quelques années, la France telle qu'elle est née avec la révolution industrielle un siècle plus tôt, va disparaître. Ce soir, chez Manu France, un métallurgiste sur 2 sait qu'il va perdre son emploi. Manu France chez les Verts de Saint-Étienne, Berlier à Vénissieux, le chômage fait irruption dans chaque cité. Le gouvernement est surpris par l'ampleur de la crise. Giscard d'Estaing abandonne ses projets réformateurs. Prenant un virage à 180 degrés, il se replie sur les vieilles idées des années 30. Pour empêcher le chômage de monter, il décide de stopper l'arrivée des étrangers. C'est le secrétaire d'État aux travailleurs immigrés Lionel Stelieru, lui-même fils d'immigrés roumains,
qui s'en charge. Nous n'acceptons plus d'entrées nouvelles, ça se comprend. Ça se comprend, ça se discute, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de différence entre un Algérien et un Français, puisque c'est la circulation des hommes qui prévaut aujourd'hui. C'est plus qu'une réalité, c'est une nécessité. Alors on peut en discuter, ça, non? Ah, mais on peut discuter de tout. Moi, Ouais. je veux bien que vous m'expliquiez qu'en raison de la libre circulation des hommes, si 300 millions de Chinois veulent venir en France demain matin, il faut les accueillir les bras ouverts. Plus aucun travailleur immigré n'est autorisé à venir. Mais un drame, à partir de 1975, va contraindre l'État à rouvrir les frontières au nom des droits de l'homme. Des centaines de milliers de réfugiés fuient le Vietnam communiste et le régime de terreur des Khmers rouges au Cambodge. Quand j'étais enfant, j'avais pas conscience en fait que mes parents étaient des héros parce que je connaissais pas leur histoire. C'est plus tard, en grandissant, où j'ai compris en fait que il s'est passé quelque chose de très très grave. Et après, j'ai fait des recherches. En fait, j'ai vu que les dates coïncidaient et en fait que qu'ils avaient vécu un génocide. Quand j'étais petite, je voyais beaucoup de tantes et d'oncles passer, et ils avaient toutes des histoires très tristes que j'écoutais un peu le soir. J'avais pas vraiment le droit d'écouter. C'était des histoires comme ça de, il a marché sur une mine, il a perdu une jambe, enfin toutes ces histoires de guerre qui étaient très très difficiles et très très lourdes. Et en même temps, donc j'entendais ça et il fallait donc quand même aller de l'avant. En quelques mois, 130 000 réfugiés sont accueillis. Cette arrivée massive est à l'origine de milliers de Français. Comme l'ont fait avant eux les Russes ou les Arméniens, ils gardent un peu de leur vie d'avant dans ce voyage sans espoir de retour. J'ai le sentiment d'être chinois en fait quand je rentrais chez moi quand j'étais enfant, parce que tout de suite je prenais les codes et les us et coutumes asiatiques, parce que mes parents mangeaient asiatique, me parlaient asiatique. Mais dès que je sortais de chez moi, c'est comme si mon palier était une frontière. Là, j'étais en France. Mais pour l'État, pas question d'ouvrir la porte à d'autres immigrés. La fermeture des frontières ne décourage pourtant pas ceux qui rêvent d'une vie meilleure en France. Pour les Maliens, les Sénégalais et les autres qui arrivent pour travailler, il faut triompher des contrôles douaniers. Moi, je suis tombé sur des gendarmes ou des policiers, je ne me rappelle plus, alors qu'ils m'ont posé des questions. Pourquoi vous êtes venu, vous voulez venir en France? J'ai dit que j'ai une grande sœur ici, je viens lui rendre visite. C'est ainsi qu'on a appelé, le mari est venu et il leur a dit effectivement que je suis venu tout simplement en vacances. Moi, j'étais comme un touriste, si on peut m'appeler comme ça. Encore qu'on ne me voyait pas comme touriste, on me voyait comme un envahisseur. Des envahisseurs sans papier qui deviennent rapidement des clandestins. Fini l'intégration, ils sont condamnés au travail au noir. La crise s'aggrave. L'État poursuit sa stratégie de repli. Il accroît la pression sur les immigrés déjà installés en France. Il veut s'en débarrasser. En 1977, Lionel Stelleru lance une prime de 10 000 francs pour chaque immigré qui retourne au pays. C'est prendre 10 000 balles et casse-toi. Toutes ces familles qu'on a fait partir au bled et tout, mais qui sont revenus, hein, parce qu'ils se sont vite aperçus que ce n'était pas leur pays là-bas. Hein. Je ne connais personne de cette époque qui est parti en Algérie, définitivement, qui ne sont pas revenus. La prime est un échec. L'État adopte la manière forte, les retours forcés. Il en prévoit 500 000 en 4 ans. Et en premier lieu, les Algériens. Pour parvenir à ce chiffre, l'administration ne renouvelle pas les cartes de séjour des immigrés quand ils perdent leur travail. Le héros anonyme des 30 Glorieuses est redevenu, comme dans les années 30, un indésirable. En 1980, le couperet tombe avec une nouvelle loi qui met en place une procédure sans appel. L'expulsion de tous ceux qui n'ont plus de carte de séjour. Les enfants d'immigrés qui ont passé leur vie en France n'imaginent pas être envoyés au pays de leurs parents. Alors ils vont montrer au gouvernement qu'ils se sentent d'ici. Une grève de la faim est organisée avec le père Delorme, le curé des Minguettes.
nous avons décidé de mener cette action un peu dure, cette grève de la faim, pour obtenir du ministère de l'Intérieur une circulaire stipulant que ne peuvent pas être expulsés des jeunes qui sont nés ou qui ont passé plus de la moitié de leur vie en France. Les jeunes grévistes de la faim peuvent compter sur l'Église, mais pas seulement. La campagne pour l'élection présidentielle de 1981 bat son plein. Pour enrayer le chômage, la droite divise Français et immigrés. La gauche propose une autre vision que ce rejet des étrangers. François Mitterrand devient président sur un espoir commun, avec son slogan « Changer la vie » et sur une promesse « Mettre fin à la crise ». En 1981, je pense que c'était important, surtout pour mes parents, quand la gauche est passée. Ils pouvaient respirer, en fait, ils pouvaient souffler, parce qu'ils avaient toujours peur qu'un jour ou l'autre, ils soient renvoyés au pays, et pour eux, c'était pas possible. Ici, il y a des cartes de séjour, là. Allez, une convocation, personne. Bon, passez-vous. Les immigrés ne sont plus expulsés. C'est la fin des retours forcés. Ceux à qui le gouvernement de Giscard avait refusé le renouvellement de leur carte de séjour se voient régularisés. Pour lutter contre le travail au noir, près de 140 000 clandestins obtiennent leurs papiers. Pour les immigrés et leurs enfants, la victoire de la gauche en mai 81 est un tournant. La chose la plus marquante qui m'a frappé le plus, c'est que je pouvais me balader sans papier. J'avais plus le contrôle de police aux faciès. Ah, ça, c'était énorme. Descendre en ville tranquille, même si j'oubliais ma carte de séjour, mon titre de séjour, j'étais tranquille. Je savais que j'allais pas être contrôlé par la police. Papier, s'il vous plaît, hop, embarqué. Alors qu'avant, tout le temps, il y avait ça, quoi. Sur Radio Soleil, radio interculturelle pour toute l'immigration et tous les autres. Il y a eu la liberté des radios, donc après, il y a eu à Marseille, Radio Galère, qui diffusait du rock, après un peu de musique arabe, tout ça. Un grand vent de liberté souffle sur les ondes. Tout le monde peut créer désormais sa radio. Des voix de toutes origines se font entendre. Il y a aussi Radio Caraïbes et Radio Cocotier, Radio Bulle, Radio Clémentine, Radio Rital Italia, Radio Paris. Ces radios sont souvent le fait de minorités qui, de cette façon, essaient de se faire entendre et de sortir de leur ghetto. Il y avait la radio éphémère à l'époque. Bon, maintenant, je peux en parler, il y a prescription, ils étaient au minimum. On était jeunes à la bande de quartier et on savait où c'est qu'à la radio, il y avait les plaques où il y avait l'alarme. Donc on rentrait, on marchait sur les plaques où il n'y avait pas l'alarme. Et après, on enlevait la cassette qui tournait la nuit et on squattait la radio de 2h du matin à 6h du matin, on chantait, on faisait du raga et tout, mais en plus on faisait les cons, on disait pas de gros mots, on n'était pas vulgaire, hein, juste on chantait, on faisait une émission à la radio Corsaire, la radio des pirates, parce qu'on prenait, il y avait un jour à 5h du matin, on voit les mecs de la radio qui débarquent, ah, qu'est-ce que vous faites et tout, ah mais ça fait 2 mois qu'on fait ça, nous, toutes les nuits. Les enfants d'immigrés ont l'occasion de prendre leur place dans la société française. Ce n'est jamais évident de trouver le bon équilibre entre ses racines et son pays. Quand j'étais petite, ma maman m'appelait sa petite banane. Parce qu'une banane, c'est jaune dehors et blanc dedans. Et pour elle, c'était une insulte, que je parlais pas très bien chinois, que je préférais manger des pâtes à manger des nouilles, que je préférais la fourchette à la baguette. Donc en fait, c'était son petit mot, un petit peu affectueux, mais quand même une petite pique, pour me dire qu'il fallait que je fasse des efforts, ne pas oublier d'où je viens. Tu préfères parler en français ou parler en vietnamien? Les Français. Ah oui, pourquoi? Parce que j'aime mieux. Pourquoi tu aimes mieux? Parce que c'est bien. Qu'est-ce qui te plaît ici? Maya l'abeille. Maya l'abeille? Et Candy. Moi, j'ai eu honte, oui, quand j'étais enfant, de l'accent de mes parents, du métier de mes parents, mais parce que j'avais envie d'être dans une norme. J'avais envie d'être comme tout le monde, comme mon petit voisin Thibaut et Natacha. Moi, à un moment donné, j'ai voulu être plus blanc que blanc. Mais la France n'est pas la même pour tout le monde. Un vent raciste souffle à nouveau.
Les immigrés et leurs enfants sont le symbole de la France métissée défendue par la gauche. Alors ils deviennent la cible de tous ceux qui s'opposent au gouvernement de Mitterrand. Les discours xénophobes accentuent les tensions contre les immigrés. Il y en a beaucoup de trop. Et pourtant, les Arabes, je suis d'accord avec eux. Toujours, il y en a eu, ils nous ont aidés. Toujours, je suis contente. Pourquoi Pardon, pourquoi? Je veux dire, pourquoi vous n'êtes plus d'accord Parce qu'il y en a trop. Comment trop? Il y en a trop qui ne travaillent pas. Pourquoi travailler? Parce qu'on a déjà des chômeurs et ça suffit. On va à une réunion à Saint-André et une femme qui dit « Ouais, depuis qu'il y a les Arabes, qu'ils ont les épiceries là et tout, qui a toujours été, qu'il y a des épiceries, il y a des rats qui traînent dans le quartier. » Alors le collègue lui dit « Madame, vous savez, moi j'habite à Maurepienne, ce quartier bourgeois, dans les collines, et il y a des rats, on est à Marseille, il y a des rats de partout. » Non, je dis pas ça parce que je suis raciste, regardez, j'ai un noir, il est frisé, elle montre son caniche. Alors là, j'ai failli sauter dessus, je peux pas et tout. En 1983, plusieurs meurtres racistes marquent les esprits, dont la mort du jeune Toufik Ouanès, âgé de 10 ans, tué à la cité des 4000 à La Courneuve. On a avancé un petit peu, on a tiré un coup de feu, il a reçu là. Nous on croyait que c'était une pomme, un truc comme ça. Il a commencé jusqu'à là-bas, là, à côté, en dessous de la terrasse. Et puis on a vu, il faiblissait, il devenait un peu pâle. Et puis on l'a emmené dans la pierre là-bas. Et puis j'ai été tout de suite appeler sa mère. Ça devenait insupportable. C'était pas juste. Je veux dire, c'était pas un voyou. En parlant de ce petit garçon de 10 ans, c'était pas un voyou, c'était un gamin qui jouait. C'était vraiment le... Ouais, je crois que ça pouvait plus durer. Ces meurtres de jeunes, un peu partout en France ces derniers mois, ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. C'est encore de Vénissieux, près de Lyon, que démarre la riposte. Une poignée de jeunes, accompagnés par le père Delorme, lancent une marche à travers la France. Malika Boumedienne part d'Annonay pour les rejoindre. Elle a 17 ans. Je crois que pour la plupart de nous marcheurs, ça change vos rapports avec les Français? Ah oui. Ce rapport, oui. Bon, mes parents n'étaient pas très d'accord parce qu'ils avaient peur pour moi. Mais je suis partie quand même avec mon sac à dos. À l'époque, on se disait, finalement, la France, ce ne sont pas tous des personnes racistes, quoi. Il y avait des gens qui nous ouvraient la porte, qui venaient vers nous. Moi, je ne suis jamais sortie de mon petit coin. Et là, je me suis retrouvée en train de traverser la France entière, presque. Donc, c'était quelque chose. Ne passera pas, le racisme ne passera pas, le racisme ne passera pas, le racisme... La presse la baptise la marche des beurs. Elle se nomme en réalité la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Les enfants d'immigrés veulent faire partager dans toute la France les valeurs apprises dans leur quartier. Arrivés dans la capitale, les manifestants se comptent par centaines de milliers. Je me dis qu'on n'est pas seul et que le peuple français, c'est pas le beauf qui tire aux fenêtres avec les mains de l'enrive. C'est aussi tous ces gens-là, c'est formidable. On a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit il va y avoir 8 marcheurs qui vont être désignés au dernier moment pour aller à l'Élysée. Puis on a été reçus par François Mitterrand et c'était impressionnant. Oui, je crois qu'on vit ça qu'une fois dans sa vie. Hein. Et encore. En 83, puis en 84, les enfants d'immigrés sortent dans la rue. Ils font apparaître un nouveau visage de la France. À partir de 84-86, il y a énormément de manifestations qui finalement disent un peu toute la même chose et qui disent, c'est un peu le slogan de l'époque, la France c'est comme une mobilette, pour avancer il lui faut du mélange. Et donc c'est un peu cette idée de mélange qui fait que nous on a complètement notre place dans ces événements. 84 pour moi, je nais en fait, tu vois. À 18 ans je nais, à 18 ans je découvre, moi ça me sauve la vie.
Jusque-là, j'étais Nadia, la fille qui va à l'école, qui fait les papiers pour son père, sa mère, le petit lieutenant de sa maman. Là, je deviens moi, Nadia. Et là, je prends, entre guillemets, je prends les armes, quoi. Et pour moi, prendre les armes, c'est faire de l'action sociale. C'est-à-dire faire, en fait, faire ce pourquoi je suis constituée. Leur grande victoire, c'est un vote à l'unanimité des députés. L'Assemblée nationale accorde la carte de séjour de 10 ans. Les enfants d'immigrés ont obtenu pour leurs parents le droit de vivre en France, qu'ils aient un travail ou non. Au même moment, ces nouveaux visages, ces nouvelles voix renouvellent la culture française. Ma grand-mère, elle a eu la chance de faire des rôles importants, et après au théâtre, au cinéma et à la télévision. Parce qu'elle avait un rôle qui était pratiquement le seul rôle qu'elle a pu jouer, mais le rôle de Mama. Parce qu'à l'époque, quand on employait des artistes noirs, c'était pour des rôles subalternes. Le sommet de sa carrière, c'est le prix d'interprétation au Festival de Venise pour le film Rue Cazenègre de Zan Palsi. La via delle case negre. À la Mostra de Venise, un film antillais. Au Festival de Cannes, un film de Mehdi Charef, un immigré algérien. Le cinéma commence à montrer d'autres histoires. Du Mali à l'Algérie, de nouvelles musiques traversent la Méditerranée. C'est vrai que la musique raï, c'était une nouvelle forme d'expression. C'était ouvert à tout le monde. Donc on disait, ouais, il y a aussi des choses qu'on a pu apporter de là-bas à ici, qu'on peut montrer. Cheb Khaled, Cheb Mami, carte de séjour, qui était un groupe lyonnais. C'était montrer à tout le monde. C'était montrer à tout le monde. C'était ça la France, on pouvait partager. Je suis différente, mais je suis française. Je suis pas blonde, je suis pas blanche, j'ai pas les yeux bleus, mais je suis française. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Non mais ça vous va ou pas? Vous avez compris, il y en a qui grincent des dents. Hein? On touche au patrimoine, hein? Mais c'est le nôtre aussi, hein? Oui ou non? Les différences renouvellent le patrimoine, font chanter la France. Pourtant, les divisions vont réapparaître. En 1984, la gauche amorce ce qu'on appelle alors le tournant de la rigueur. Elle met fin aux espérances de 1981. C'est un déchirement à chaque fois, lorsqu'il faut fermer une entreprise parce qu'elle n'a plus de marché, lorsqu'il faut licencier parce que si on ne licencie pas 20 personnes, ça va être 250 qui vont être licenciés. Mais ce boulot, pour reprendre cette expression, c'est la gauche et c'est son courage et c'est son honneur de l'avoir fait, parce que c'est l'intérêt du pays, parce qu'à terme, nous pouvons moderniser et créer des emplois. La gauche n'a pas tenu sa promesse de mettre fin à la crise. La barre des 2 millions de chômeurs est dépassée. Une immense colère monte chez les salariés. Nous, ouvriers, nous vous démissionnons! Nous vous démissionnons! Nous ne vous connaissons plus! À l'usine Talbot de Poissy, la grève démarre à l'annonce de 2000 licenciements. Les ouvriers à majorité immigrée se retrouvent face aux cadres français, soutenus par le syndicat maison, la CSL. Tout à coup, du fond du Détroit, des militants de la CSL chargent. Ils sont à côté là. Regardez, Le gouvernement dénonce des immigrés agités par des groupes religieux. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, n'hésite pas à parler de guerre sainte. L'islam est pointé du doigt. La gauche se rallie aux théories de la droite. Une droite qui revient au pouvoir en 1986. À partir du moment où nous sommes dans une situation de crise économique, nous avons le devoir de maîtriser l'entrée des étrangers sur notre territoire. Autrement, ils viendront grossir le nombre des chômeurs et des sans-abri. Charles Pasqua,
Le ministre de l'Intérieur de droite devient l'image même de la politique de l'immigration. Gauche et droite alternent au pouvoir. Ils sont d'accord sur une même idée. Il y a bien un problème de l'immigration. En 1988, quand la gauche revient, c'est son Premier ministre, Michel Rocard, qui lance la formule symbole de cette politique commune. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus. Nous avons refoulé à nos frontières 66 000 personnes refoulées aux frontières. À quoi s'ajoute une dizaine de milliers d'expulsions depuis le territoire national. Expulsés, en accumulant les lois, plus d'une vingtaine en quelques années. Un empilement de paperasse pour obtenir ces papiers. Quand on arrive dans une salle de la préfecture et que vous attendez votre tour, si vous observez ce qui se passe, ce qui est extraordinaire, c'est que de voir chaque employé qui est en train de traiter un cas se lève systématiquement pour aller demander au chef de service qu'est-ce qu'il doit faire. Ça veut dire que la législation là-dessus, c'est va savoir quoi. Non, ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Être français devient aussi compliqué pour les descendants d'immigrés. Même lorsqu'on représente la mode française, renouveler son passeport n'est pas sans risque. À son bureau, il y a une jeune fille, une jeune femme, qui voit mon passeport et me dit tranquillement « Prouvez-moi que vous êtes français ». Mais pardon? Et oui, pour moi, vous êtes français. Et vous avez un passeport, mademoiselle, entre les mains, qui est un passeport français en cours de validation. Ça ne suffit pas. Un de mes amis m'a aidé pour débrouiller un peu cette histoire en pracataprantasque. Et la petite qui était à son bureau me dit d'un ton narquois « Vous ne l'auriez pas eu, hein, ce passeport, si vous n'étiez pas intervenu. » C'était pas drôle du tout. Tant plus que c'était urgent, je devais partir représenter la couture française en plus de ça. Imaginez un peu cette extravagance, non? Cette recherche de vrais Français va surtout changer la vie des jeunes dans les quartiers. Alors qu'ils revendiquent leurs différences comme un plus pour le pays, les politiques de tous bords y voient un moins. Comme l'ancien Premier ministre, Michel Debré, ils ont un nouveau mot d'ordre. Les enfants d'immigrés doivent s'intégrer. Lorsque les étrangers, il y a 50 ans, il y a 100 ans, s'intégraient dans la France, ils s'intégraient à une culture d'une manière très claire. Mais maintenant, il y a des jeunes qui veulent vivre en France, mais sans adhérer à la culture, sans faire leur service militaire, sans accepter aucune des obligations. Je ne me suis pas senti pas intégré une seule seconde. Je veux dire, ce n'est pas des questions que je me suis posées. Des questions d'intégration, par exemple, quand ce mot il est arrivé dans le paysage médiatique, intégration, ça n'avait pas de sens pour moi. Le mot intégration, pour moi, il ne correspond pas au travail qu'une personne fait pour s'intégrer dans un endroit, mais au travail que le pays fait pour accueillir cette personne-là. En fait, c'est plus dans ce sens-là, je crois. J'ai halluciné. Je fais, alors, j'ai un boulot? Je fais, non, non, d'abord, il faut que tu t'intègres. Ah, pourquoi vous mettez une étape en plus, moi, l'intégration? Je ne peux pas faire de chez moi au boulot? De chez moi, les amis? Non, non, tu passes par intégration. C'est dingue, ce sas. On nous met un sas et après, on a un plafond. Plafond, on s'est tous cognés dedans. Et nous, on a un sas en plus avant. Qui fait partie de la nation et qui n'en fait pas partie? Les discours politiques alimentent les divisions. Une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Ces vieux clichés sont pourtant le signal d'une nouvelle étape. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit c'est les enfants et l'odeur c'est le couscous, le mafé, tu vois. Donc c'est deux choses qu'on aime le plus en fait. Comme quoi le décalage il est énorme.
Je me rappelle, nous, à l'époque, ça nous scie. Je veux dire, on est dans une dynamique, on est français, on est citoyen français, on lève le poing, on a envie de ça. Et lui, il dit ça veut dire qu'il nous désintègre. Il nous parle d'intégration, mais il nous désintègre. Cette exigence de s'intégrer est sans fin. Elle va même remettre en cause le droit du sol. Jusqu'alors, les enfants nés en France de parents étrangers étaient automatiquement français à leur majorité. C'est fini en 1993 avec un nouveau code de nationalité. Je veux dire, c'est extraordinaire d'imaginer que l'on défende une position qui consiste à ce que quelqu'un puisse devenir français simplement par omission, simplement sans même en exprimer le goût, le désir. Première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Désormais, les enfants d'immigrés nés en France doivent demander la nationalité. Alors que depuis 100 ans, l'enjeu avait été de faire des Français, pour la première fois, les dirigeants de la fin du XXe siècle transforment des Français en étrangers. Ceux qui se croyaient citoyens comme les autres sont exclus. Les territoires où ils habitent deviennent le lieu de cette exclusion. Moi, dans les années 90, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur. C'était plus dur parce qu'il y a eu beaucoup plus de chômage, les fermetures d'usines, moins de travail, beaucoup d'appauvrissement. Ouais, ça a changé, ouais, dans les années 90-91. Les personnes qu'on a connues dans le passé, ils ont fait déménager. Les gens qui ont pu avoir des moyens, eh ben, ils ont quitté, on va dire en parenthèse, la banlieue pour habiter ailleurs, des endroits plus calmes, plus paisibles. Et je ne veux pas dire qu'ils nous ont parqués entre nous. C'est un peu ça, malheureusement, mais la diversité, elle est importante. S'il n'y en a pas, malheureusement, on reste entre nous et ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Et je pense que ça nous a fait du mal. Ceux qui partaient, les logements n'étaient pas reloués. Les ascenseurs n'étaient pas réparés. C'est comme si on habitait dans un squat. Et petit à petit, les gens sont partis et ils ont muré les tours. Le mélange qui unissait les habitants du quartier s'estompe. Les gouvernements espèrent faire disparaître les problèmes en rasant les tours. On dirait un bombardement. Je comprenais pas pourquoi les gens pleuraient. Mais quand je l'ai vécu, moi, sur le quartier de la démocratie, où là, c'était pas une tour, mais c'était 10 tours qui sont tombées en même temps, c'était... Les souvenirs sont pas partis en fumée, mais on avait eu cette impression-là. Dans l'appartement où on habitait, il y a personne qui habitait avant nous et personne qui habitait après nous. Dorénavant, une mauvaise image colle aux habitants des cités. Une mise à l'écart qui touche particulièrement les enfants des anciens colonisés. Les jeunes noirs et arabes sont contrôlés 6 fois plus que les autres. Quand je me faisais contrôler, par exemple, moi je dis, mais pourquoi vous me contrôlez, monsieur? Il y en a plein. Et donc il prenait ma pièce d'identité, il montrait le visage, il me dit, regarde ton visage. Il me rendait la carte et je partais. Voilà. On est de l'époque, moi je me rappelle, j'ai déjà fini au commissariat et mon père venait me chercher. Et je me rappelle de mon père, un vieux monsieur qui attend, moi transi de honte et qu'il y a le flic qui arrive et qui met une petite tape. Mon père qui fait « Alors Laziz, tu viens chercher ton fils ?» ça me fait encore mal, ça. Avec mon père et larmes aux yeux, qui voulait qu'on fasse pas de bruit, pas de ceci. Et élevé avec un SMIC de 11 personnes, jamais une histoire. Et moi qui l'emmène au commissariat, pardon, hein, mais cette claque sur le truc de mon père en lui disant « Alors Laziz », alors qu'il s'appelle Habib, il y a une erreur en plus. J'oublierai jamais tout ça. Le petit frère de mon père, dans les années 80, a été victime d'une bavure policière. Il est décédé. Moi, quand je parlais avec mon père aujourd'hui,
Il me dit, c'est pas les policiers qui ont tué mon frère. C'est un homme qui portait l'uniforme d'un policier. Donc j'ai pas grandi avec la haine du policier et je ne veux jamais faire l'amalgame et faire de généralité à ce niveau-là. Mais ce qui serait merveilleux, c'est que ce soit aussi pareil à l'inverse. Et que jamais on se dise « Ah, ce mec-là, il a une casquette à l'envers, il parle un peu d'une manière... Bon, on sent que c'est un banlieusard. Non, forcément, c'est un voyou. Forcément, c'est une racaille. » De 1990 à 1998, chaque année, les jeunes de 2, 3, puis 6 à 8 cités explosent après la mort de l'un des leurs, tués par les forces de l'ordre. En France, tant que tu pètes pas tout dans ton quartier, les gens ils peuvent vite crever comme des chiens, de la cam, crever de faim, crever de la cam, crever de tout ce que tu veux, personne s'en occupe. Et le jour où tu fous le feu à 3-4 voitures, tu massacres 2-3 flics, après on dit ouais, faut faire quelque chose, ça craint, faut s'occuper d'eux. Il faut s'occuper des gens avant qu'ils soient dans la merde. Vaux-en-Velin, Val-Fouré, Damary-les-Lys, les noms des quartiers populaires s'apprennent à la télé au rythme des émeutes. Mais c'est un autre rythme qui permet aux jeunes de mettre des mots sur leur colère. J'ai découvert le rap par la télévision. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Je me rappelle du moment, en fait, où j'ai vu cette émission-là, j'ai vu des gens qui me ressemblaient, qui rappaient devant des bâtiments qui ressemblaient aux miens. Et j'ai dit, waouh, ok, je veux faire ça. Et je suis allé dans ma chambre et j'ai écrit un texte et j'ai imité ce que j'avais vu. Mais j'ai imité ce que j'avais vu, pas que parce que ça me plaisait, mais parce que ça me ressemblait. En force, revient nouveau, déclarant la nouvelle ère de panique. Ayam à Marseille, NTM en Seine-Saint-Denis, le rap explose. Comme dans le monde entier, les différences, les exclusions font naître le nouveau style musical des années 90. Je suis peut-être parti des 5 ou 10 premiers rappeurs asiates en France à cette époque-là. C'était pas simple. J'amenais pas ma touche d'asiatique, j'amenais ma touche de banlieusard comme tout le monde. Enfin, j'ai mes préoccupations quotidiennes. On dit ce qu'on ressent, comme on le ressent, quitte à ce que ça ne plaise pas. Mais en tout cas, le point de départ, c'est quelque chose de ce que moi, comment je me suis pris cette musique-là de plein fouet, c'est quelque chose de volcanique en fait. Le rap aussi dans la haine, ou dans Ma cité va craquer. Des succès de cinéma aux titres explicites. Et la première fois où des rappeurs s'unissent, c'est contre les lois sur l'immigration. Comme tous les Français, une affaire à l'été 1996 les a marqués. 300 sans-papiers ont trouvé refuge dans l'église Saint-Bernard à Paris. Ils ne sont pas expulsables, car leur famille est en France, mais ils n'ont pas obtenu de papier. Le gouvernement met en scène sa fermeté sous l'œil des caméras du monde entier. La porte de l'église, ce lieu symbolique du droit d'asile, est brisée à la hache par les CRS. Et pourtant, quelques mois plus tard, l'État est obligé de les régulariser. La France est désunie. Mais en 1998, l'événement mondial qui se passe à domicile va lui rappeler ses origines multiples. Thierry Henry des Ulysses, Patrick Vieira de Dreux, Lilian Thuram du quartier des Fougères à Avon, Christophe Dugarry de Lormont, Zinedine Zidane de la Castellane. La jeune équipe de France vient des cités. Pendant la Coupe du Monde 98, c'est la première fois où on passait beaucoup de temps ensemble. Je savais Thuram d'où il était, Lama d'où il était, Zidane d'où il était, mais jamais on avait vraiment échangé entre nous. Et là, on a eu du temps et on a commencé à échanger. Et je crois que d'avoir aussi su mettre les origines des uns et des autres et construire cette chaîne-là, c'est peut-être la plus belle réussite de l'équipe de France. C'était enfin une vraie vision de la France que je connaissais. J'avais l'impression que j'ai grandi comme ça. On se vanne, le portugais, l'arabe et tout ça, mais on gagne.
vécu après le général de Gaulle, la libération, ça c'est la deuxième libération de la France. Ah oui! Pourquoi ça a été comparé à la guerre, la victoire de la Coupe du Monde, les Champs-Élysées? C'est comme si nos grands-parents avaient donné leurs petits-enfants à la patrie. Et c'était aussi symbolique que ça. Vous imaginez pour ces gens de l'immigration, pour ces parents, ces grands-parents qui ont sûrement tous, pas que les nôtres, mais tous galéré pour avoir leurs papiers, galéré pour passer une frontière, galéré pour trouver un logement. Voilà, et puis d'un coup, leur petit-fils ou leur fils se retrouve champion du monde. Pour nos familles, c'était sûrement le plus beau cadeau qu'on pouvait faire. Face à la quête de l'identité nationale unique, cette victoire met en scène une union possible de toute la population. Je parle sous la haute autorité de tous les rebeux de France. 98, l'âge d'or des Arabes en France. Là, c'était être argentin, être rebeu. Là, c'était là. Un Argentin était moins classe que nous. C'est la meilleure période pour les Arabes au monde. Ça a été ça. Et je croyais que ça allait être ça. J'ai vu des Kairas prendre des CRS dans les bras. J'avais jamais vu ça. Pour qu'on arrive à ça. Jacques Chirac, en pleine cohabitation avec un gouvernement de gauche, a dû accepter l'abrogation de son code de nationalité de 1993. La droite elle-même paraît gagnée par l'euphorie de la victoire. Au point même où, à l'époque, Charles Pasqua a dit, je me souviens, ça m'avait choqué d'ailleurs, il avait dit cette phrase, il avait dit « il faut naturaliser tous les immigrés ». Black, blanc, beurre, la France se reconnaît dans les enfants d'immigrés quand ils réussissent. Mais dès l'école, pour réussir, il faut avoir les bases, comme on dit. Et si cette génération a majoritairement le bac, l'ascenseur social s'est changé en parcours du combattant. 3 semaines avant le bac, je vois ma mère qui est convoquée. Quand je suis à l'école, je vois ma mère dans le lycée, tu vois. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là et tout, paniqué. Et en fait, ils avaient invité 2-3 parents, des personnes noires. Ils étaient en train d'expliquer à ma mère qu'il fallait que je porte du lycée parce que je vais pas avoir mon bac. Bien entendu, j'ai mon bac, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, pour te montrer ce petit truc, voilà, encore une fois, tu vas dire, ouais, mais pourquoi c'est toi, tu fais la victime, t'avais pas de bonnes notes, tout ça. Ouais, mais j'avais des collègues qui avaient des moins bonnes notes que moi, bon, d'ailleurs, qui n'ont pas eu leur bac. Leurs parents, ils n'étaient pas convoqués. Non, mon père, il voulait qu'on soit tous réparateurs télé. Le mec, il vient, il reste une demi-heure, il vous touche 3 trucs, il vous fait 3 points à souder, et puis hop, il repart avec 300, 400, 500 francs. C'est tout juste que quand j'ai fait ma thèse de médecine, il ne me parlait pas encore de ça, quoi. Et quand je m'inscris en médecine, là, c'est le choc. Moi, j'arrive habillé en sans-vêtements, en basket, normal, quoi. Et là, j'arrive, je vois des filles avec des robes plissées, avec des espèces de nœuds rouges dans les cheveux, là. J'avais jamais vu ça de ma vie, même pas à la télé. Et ça, c'est un choc pour moi. J'ai réalisé qu'en fait, d'abord, il y avait plusieurs France, et puis que ces gens-là, ils vivaient pas comme nous, quoi. Ils avaient leur fête à eux, ils avaient leur musique à eux. La première année, ça se passe pas bien parce qu'on n'a ni les grilles de lecture. C'est pas possible. C'est une course que vous pouvez pas gagner. Donc, il faut cette période d'adaptation. Résultat des courses, on est 670 la première année. Moi, je termine, c'est simple, un chiffre qu'on ne peut pas oublier, c'est 444e. Dans les choux, quoi. L'année d'après, les choses changent complètement. Et là, on passe de 444e à 28e. Roux Guidia n'a que 30 ans. Depuis l'année dernière, elle est chef chez Pétrosian. Pétrosian, c'est le roi du caviar, mais aussi un restaurant. Je suis rentrée en 2001, en fait, au Pétrosian. En 2005, le chef part. Monsieur Pétrosian va me proposer le poste. Mais dans ma tête, moi, c'est non, c'est niet. Et je me dis, mais tu es bête. Tu as parcouru tout ce parcours avec les difficultés qu'il y a eu. Avec des personnes qui ont rajouté de l'eau dans tes sauces, brûlé tes oignons parce que justement ils avaient vraiment envie que tu te gaufres. Et là, tu vas leur faire ça, ce plaisir que M. Conticini va me prendre à part. Et il me regarde droit dans les yeux et me dit, mais de toute façon, il va falloir doubler en fait d'énergie parce que tu es une femme et tu es une noire.
cette France des années 2000, la population vient de plus d'une centaine de pays différents. Les races n'existent officiellement plus, et pourtant, pour être français, la question de la couleur de peau se pose toujours. Quand vous êtes issu d'une immigration qui se voit, hein, donc l'Africain, le Maghrébin, on vous demande comment vous allez, comment vous vous appelez, et on vous demande d'où vous venez. Et c'est systématique. Et j'ai fait le parallèle, au bout d'un certain nombre d'années, à ce qu'on ressent quand on est un touriste à l'étranger. Parce que quand on est touriste à l'étranger, c'est normal qu'on vous demande d'où vous venez, puisque vous êtes touriste. Vous êtes aux États-Unis, hey, what's up, what's your name, where do you come from? Alors là, c'est normal. Ah ben là, on devient le meilleur représentant de commerce de France. Mais c'est pas étrange et problématique de devoir répondre à cette question quand on est chez soi. Je suis née en 90. Du coup, que ce soit la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, le passé colonial, évidemment que j'en ai connaissance, mais à mon niveau, à moi, je suis née en France. J'ai toujours vécu en France. Évidemment que j'ai des origines dont je suis particulièrement fière, mais à aucun moment je me définis autrement qu'en tant que Française si on aborde le sujet de la nationalité. On en a plus à en perdre son latin, ironiquement, à force de rabâcher ça. Les tensions sur l'identité française sont telles que pour la première fois, l'extrême droite est au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Jacques Chirac est élu, mais la question des origines est devenue centrale dans l'explication des problèmes. La tension est aussi vive dans les cités où plus de 40% des jeunes, garçons ou filles, sont au chômage. En octobre 2005, le ministre de l'Intérieur se centre sur l'insécurité et choisit un mot de l'extrême droite des années 30. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le lendemain de la déclaration de Nicolas Sarkozy, Ziad Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, poursuivis par la police, meurt à Clichy-sous-Bois. Eh, les mains bien haut. Bien haut les mains en l'air les gars, allez. Comme on a l'habitude, les mains en l'air. À Clichy-sous-Bois, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, s'il vous plaît. Cette fois, c'est la plupart des banlieues qui s'embrasent. S'il vous plaît, laissez-nous le temps de leur parler, s'il vous plaît. C'est un ami de Penaroya qui était le délégué principal. On se téléphone souvent. Et puis, au moment du soulèvement de 2005, on était inquiets. On a commencé comme d'habitude, comme les pères. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'agitation, les enfants sont épouvantables. Et puis, le soulèvement durait. Et le copain en question, il m'a dit, je crois que je suis passé à côté de quelque chose. On s'est battu. Il a 3 enfants. 3 au chômage. Il m'a dit, le prochain soulèvement, j'y vais. La réponse de l'État est spectaculaire. L'état d'urgence entre en vigueur pendant plusieurs semaines. Un état d'urgence qui n'avait plus été utilisé depuis la guerre d'Algérie. La première tête, la première main, ça tire. Attention, ça caillasse là, ça caillasse. Vous bougez, c'est du. Reste là, reste là, reste là. Moi, je comprends la colère des enfants. Et je me suis dit, moi, en tant que maman et grand-mère, et dans le lot des descendants d'immigration français, est-ce qu'il y a quelques rares qui sont bien passés? Si tel est le cas, ils sont où, eux? Je pense que si on montre de bons exemples de temps en temps, on peut sauver quelques mauvais exemples. Mais on ne montre que de mauvais exemples. C'est tout à fait normal que les enfants soient en colère. Moi, je trouve que les émeutes en novembre 2005 ont été l'élément déclencheur à ce que le gouvernement prenne conscience qu'il y a un malaise.
En tout cas, moi, je le vois à travers le milieu audiovisuel. Il n'y avait que des caucasiens. Il n'y avait que ça. Et quand cette prise de conscience-là est arrivée, comme par hasard, il y a eu Harry Rosenmack, Rachida Dati, le Jamel Comedy Club, des films qui traitent de la diversité. Mais il a fallu que ça crame, qu'à un moment donné, on aille au charbon, que ça pète, quoi. Oui, bonsoir. On est de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Vous savez que le 27 octobre, il y a 2 petits qui sont morts à Clichy-Montfermeil. Après les émeutes, il a fallu se relever des décombres. Motiver les gens à aller voter, à prendre leur carte d'électeur, à donner leur avis sur la situation. Quelque chose de neuf apparaît. Certains décident d'affirmer leur identité. Ils vont chercher dans leurs histoires de quoi enrichir l'histoire de France. J'ai étudié l'histoire et j'ai lu des auteurs comme Frantz Fanon ou Aimé Césaire ou Malcolm X ou... Bref, et que voilà, l'histoire de la France-Afrique, les colonies, tout ça, l'esclavage. Aller chercher donc cette autre histoire-là, c'était pas pour me mettre en confrontation, pas du tout. C'était pour comprendre en fait. C'était pour comprendre et avoir des arguments face à des potentielles humiliations. Mon père était la génération à l'intégration. Et moi, je suis plus de la génération à la reconnaissance des origines. Mon père, il dit je suis français, moi, j'ai pas besoin de dire je suis français. C'est ça la différence. Alors qu'il est né en France, je suis né en France. Aujourd'hui, à l'image de nos nouveaux champions du monde, on peut être français et garder ce qu'on aime de ses origines. 1000 manières de se sentir chez soi. Je suis française, je suis métisse. J'ai ramené une médaille olympique à la France. J'ai chanté l'hymne national. J'ai regardé le drapeau se lever lorsque j'ai gagné. Et je pense que ça reflète aussi ce qu'est la France aujourd'hui. L'identité choisie, c'est d'être d'où j'ai envie d'être. Je pars vivre à Helsinki demain, je tombe amoureux d'une nana d'Helsinki, je monte le Helsinki Sound System, et ben je suis de Helsinki parce que je l'ai décidé. Et je chante Helsinki, c'est la plus belle ville du monde, parce que je l'ai décidé. Nos façons de nous définir sont infinies. Dans un monde où les repères sont brouillés. Les marchandises et les hommes circulent d'un bout à l'autre de la planète. Les frontières se sont éloignées, mais pour les migrants, ce sont toujours des barrières dressées. Comme hier, ils viennent chasser par les guerres, les génocides et la misère. Ils prennent les mêmes chemins que des centaines de milliers d'immigrés depuis 150 ans. Ces arrivées ont déjà donné naissance à 20 millions de Français. Elles ont fait leur histoire, notre histoire.